Denis, salut, tu vas bien? Salut Goulouen, ravi d'être avec toi, ravi de ton invitation. Ouais, tu me mets un petit peu la pression aujourd'hui, une petite interview avec toi par rapport à tous les médias qui ont pu t'interviewer ces derniers mois ou ces dernières années. Quel type de médias un peu qui… Il y a eu du mainstream comme CNews, Europe 1, France 2, qu'est-ce qu'il y a eu encore, Sud Radio, Le Point, Psychologie Magazine et plus récemment Forbes et Decathlon pour le dernier média qui m'a interviewé. Ah ouais, Forbes quand même, et Decathlon. Et Decathlon, le blog de Decathlon pour les sportifs accomplis. D'accord, il ne faut pas que je me déchire aujourd'hui, on va essayer de faire les choses bien. Alors, dans la lignée de tous ces professionnels qui t'ont interviewé. Donc on va parler d'une thématique aujourd'hui qui est déjà bien développée outre-Atlantique, qui commence à arriver en France. Tout ça, tu vas nous en parler. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, qui est Denis Koster? Quelle est justement cette spécificité que tu vas développer, qu'on va développer à travers cette interview? Mon facteur X. Ouais, ton facteur X. Voilà, parce que je suis médecin anesthésiste réanimateur, ça c'est mon métier du quotidien, je dirais. À côté de ça, je me suis beaucoup intéressé à tout l'aspect mental. Donc je suis également coach et je suis également instructeur en hypnose. Et ensuite, je me suis dit au cours de mes études qu'on pouvait encore aller plus loin. J'ai vraiment été intéressé par la prévention de la santé et rapidement après par l'optimisation de la santé. Donc ça m'a conduit à m'intéresser à ce que l'on appelle la médecine anti-âge. Alors, j'aime pas trop le terme anti-âge parce qu'il y a le côté un petit peu réactif. Moi, je préfère le côté proactif de dire médecine de la longévité. Et finalement, quand on regroupe la médecine de la longévité, le coaching, l'hypnose, la médecine allopathique, je me dis qu'on peut mettre tout ça dans un espèce d'ensemble extrêmement cohérent qui va chercher non plus à soigner, non plus même à permettre une longue vie, mais surtout à optimiser la santé. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment le plus intéressant. J'aime bien évidemment soigner des gens, c'est mon quotidien, mais pour moi, soigner, c'est faire passer une personne à un certain stade, au stade de bien portant, passer de malade à bien portant. Et c'est vrai que maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à comment permettre à des gens qui sont déjà bien portants d'aller chercher le petit plus qui leur permet d'augmenter leur capacité physique, mentale et par là même la longévité. Donc de vivre plus longtemps ou de vivre aussi longtemps qu'une autre personne, mais en meilleure santé, avec plus de capacité physique et intellectuelle, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, justement, quand on parle longévité, il faut différencier deux domaines, deux concepts. Il n'y a pas d'équivalent en français, mais le concept de ce que l'on appelle le lifespan, en anglais, c'est la durée de vie, et le healthspan, en anglais, c'est la durée de vie en bonne santé. Évidemment, ça peut être intéressant d'augmenter son lifespan. On sait que, a priori, on peut tous, parce que ça a été déjà fait, vivre jusqu'à 120 ans. C'était le cas de Jeanne Calment. Le problème, c'est est-ce qu'on a tous envie de passer les 20 dernières années de sa vie en EHPAD? Pas forcément. C'est pour ça qu'on s'oriente plutôt vers le concept du healthspan, c'est-à-dire comment faire en sorte de rester au maximum de sa vie et de ses capacités jusqu'à un âge avancé. Actuellement, on sait que quasiment 50% des gens de plus de 55 ans ont une maladie chronique. 50% des personnes de plus de 55 ans ont une maladie chronique. Quand je dis maladie chronique, c'est maladie cardiovasculaire, cancer, maladie neurodégénérative, maladie respiratoire, maladie métabolique, maladie articulaire. À peu près la moitié. Je t'écoute, mais je fais le calcul en même temps. Je vais avoir 43 ans. Donc Non, mais même dans les gens que tu connais, je suis sûr que parmi les gens qui ont plus de 50 ans, tu en connais forcément qui ont, mettons, du diabète, ou du cholestérol, ou du surpoids, ou une maladie de Parkinson, ou un cancer. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Le problème, c'est que actuellement, on atteint ce seuil d'à peu près 50% à 55 ans. Globalement, à l'heure actuelle, on considère qu'on est à peu près pas trop mal jusqu'à 70 ans, mais on sait très bien qu'à partir de 70-80 ans, c'est la dégringolade. Et c'est là où, en fait, l'idée de cette médecine de la longévité, de ce focus sur la longévité, c'est faire en sorte d'atteindre au moins 80 voire 90 ans en étant encore bien pour profiter de la vie. Mais même sans aller chercher très loin, parce qu'on ne peut pas promettre cette espérance de vie, cette espérance de santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on va viser ça comme objectif, forcément, on fait une espèce de rétro-planning et on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant au quotidien pour arriver à cet objectif. Et tout ça, ça s'appelle comment justement?
Alors, quel terme ça porte? Alors, il y a différents termes, mais cet aspect vraiment qui cherche à l'optimisation du quotidien, aux États-Unis, ils appellent ça le biohacking. Donc, c'est le terme que j'ai utilisé quand j'ai écrit le premier livre en français sur le sujet. J'ai hésité à garder ce terme parce que biohacking, ça fait un peu geek, ça fait même un peu limite arnaque, quoi. Ouais. Donc, j'ai hésité et finalement, quand on réfléchit au terme de biohacking, ce que ça veut dire, ça prend tout son sens. En fait, bio, c'est tout simplement la vie et hacking, c'est la prise de contrôle. En fait, on va prendre le contrôle de notre vie et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je sais que tu as une audience notamment, entre autres, de sportifs, bien sûr. Pour un sportif, prendre le contrôle de sa vie, de sa biologie, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ça qui lui permet de se dépasser. C'est-à-dire, toi, tu as déjà atteint des compétences qui sont incroyables et tu sais très bien qu'il y a peut-être encore une marge de manœuvre que tu peux aller chercher et à ton niveau, le moindre petit progrès, c'est quelque chose de super. Les entrepreneurs comprennent aussi ce concept parce que les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est être libres. Beaucoup d'entrepreneurs disent « je veux être entrepreneur parce que je veux être libre ». L'indépendance financière. L'indépendance financière. Mais la seule vraie indépendance que l'on peut avoir, je dirais que c'est notre indépendance biologique. C'est-à-dire qu'on est avec un certain ADN issu de nos parents, on est avec une certaine éducation issue de nos parents et de la société. Et finalement, notre seule vraie liberté, c'est de pouvoir prendre le contrôle de notre vie et de notre biologie à travers tout un tas de choses. Ça, on va y revenir, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir optimiser notre vie par la prise de contrôle de notre biologie. Et donc, du coup, le biohacking, c'est comme ça que ça s'appelle, tu l'as découvert comment, toi? Et depuis combien de temps le biohacking, tu l'as découvert et tu l'as instauré, on va dire, entre guillemets, dans ta vie à toi? Alors, disons que comme beaucoup de personnes, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, moi j'ai fait du biohacking depuis bien avant que je sache que c'était du biohacking. Comme je te disais, moi j'ai commencé à m'intéresser à la santé corps-esprit, donc à l'hypnose en à peu près 2006. Et je me suis intéressé à la médecine dite anti-âge, quand j'ai passé les diplômes universitaires de médecine anti-âge, c'est il y a à peu près une dizaine d'années. Mais l'idée d'utiliser toutes ces techniques dans une optimisation, ça c'est quelque chose que j'ai depuis à peu près, je dirais 5 ans, environ, à peu près 5 ans. Et c'est en discutant avec un ami de ma vision de la santé, de cette vision de l'optimisation de la santé, c'est lui-même qui m'a dit, en fait, aux États-Unis, ça s'appelle biohacking, vas-y, développe. Et effectivement, je dis, ah oui, c'est ce que je fais, c'est ce que je crois. Et donc voilà, c'est comme ça que j'y suis venu. Tu as écrit un ouvrage ou plusieurs ouvrages justement sur le biohacking? Alors sur le biohacking, j'ai écrit le premier ouvrage en français sur le biohacking. Bon, c'est un petit ouvrage, je ne vais pas mésestimer ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est un ouvrage qui a peu de pages, hein, même si effectivement au niveau du contenu, il y a énormément de choses. Mais surtout, ce qui m'a intéressé après, c'est de faire des formations, d'en parler. Et puis, au début, je me suis rendu compte que mon discours parlait assez peu aux gens en fait, parce que finalement en France, parler d'optimisation de la santé, d'optimisation des performances, c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment démocratisé d'écho. Et les premières personnes qui en écoutant ce que j'avais à dire me disaient mais ce que tu nous racontes c'est complètement génial, c'était les entrepreneurs et les sportifs notamment, parce que eux c'est vraiment des personnes qui comprennent que prendre soin de soi, c'est un investissement sur l'avenir. Un entrepreneur, il est intéressé par quoi? Par les intérêts composés. Un sportif est également intéressé par les intérêts composés. Intérêt composé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tout petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus, ça peut avoir quelque chose à l'arrivée. Et bien c'est pareil. Si on prend par exemple, allez, je vais prendre un truc aussi simple que des pompes. Si je te demande de faire 10 pompes par jour, c'est rien 10 pompes par jour. Mais au bout de l'année, tu en as fait 3650 des pompes. Bien sûr. Donc là, ça commence à devenir quelque chose. Pareil, par rapport au biohacking, toutes les routines, tous les biohacks qu'on peut mettre en place, si on le fait une fois, bon, ok, c'est marrant sans plus, mais c'est le fait de faire un petit peu tous les jours qui permet d'avoir des résultats. Et en plus, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on l'implémente dans sa vie et on peut tester autre chose parce qu'on a créé une habitude, une routine, et donc on peut en tester une autre. C'est toujours comme ça le biohacking, c'est-à-dire qu'on recherche les déséquilibres, on prend une routine, on la teste, et si elle fonctionne, on l'implémente, et ensuite on cherche encore à optimiser ce qui peut l'être. Il y a un concept que j'aime bien utiliser pour expliquer ça, c'est le concept du Kaizen, c'est un concept japonais
qui est utilisé dans l'industrie, qui veut toujours chercher à optimiser les process. Tout ce qui peut être optimisé, on va chercher à l'optimiser. Alors, ça ne veut pas dire devenir complètement zinzin, parce qu'on peut devenir complètement pathologique. Alors, sans dire qu'il est pathologique, l'exemple extrême, c'est Brian Johnson, un entrepreneur américain dont on parle beaucoup, qui dépense $1 million par an, je crois, par an ça, ouais. pour être l'homme le plus traqué du monde. Il a une vie qui est monacale. Il se lève à la même heure, il se couche à la même heure, il mange la même chose tous les jours, il a la même routine tous les jours. C'est vrai qu'il a des effets incroyables, que manifestement, il rajeunit. Tout le monde ne va pas aller jusque-là. Il rajeunit ses cellules, en fait, c'est ça? Ses cellules rajeunissent. Puis même quand on voit son visage, il fait beaucoup plus jeune. Mais il faut voir que le biohacking, c'est un espèce de champ extrêmement large, depuis des choses aussi simples que je prends soin de moi, je vais manger bio, je vais faire attention à éviter le sucre, je vais faire un petit peu de sport, jusqu'à Brian Johnson. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va trouver sa propre expression. Mon expression du biohacking ne sera pas du tout la même que la tienne, parce que toi, tu es un athlète dans la performance, ce qui n'est pas mon cas. Alors, moi, je me contente, entre guillemets, de 3 séances en salle de sport par semaine. C'est déjà beaucoup. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est sûr qu'une personne comme toi qui va être compétitrice va avoir des exigences par rapport à son corps qui va être différentes. Un entrepreneur va avoir des exigences qui vont être différentes parce que lui va avoir besoin, mettons, d'augmenter son focus, de voir comment il peut peut-être détendre son stress parce que, alors on va dire qu'il n'y a pas loin de 40% des entrepreneurs qui ont eu un burn-out ou qui ont été proches du burn-out. Donc voilà, tout ça, c'est également des techniques qu'on peut utiliser via le biohacking. Il y a des techniques par rapport au stress pour justement comprendre que notre stress peut être domestiqué et non pas, j'insiste bien, on ne lutte pas contre le stress. C'est une erreur, on ne lutte pas contre le stress, on peut le domestiquer, on peut optimiser sa santé grâce au stress, ce qu'on appelle l'hormèse. En tout cas, il y a tout un tas de techniques qui permettent d'améliorer sa santé, ses capacités physiques et mentales, parce que c'est vraiment important pour un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend que sa santé va entraîner la santé de son entreprise. On ne peut pas être un entrepreneur sur le long terme si on a une santé défoncée, c'est absolument impossible. Ouais, et pareil pour le sport, hein. Voilà, moi, mon objectif, c'est de durer le plus longtemps possible, de faire de la compétition le plus longtemps possible. Quand je dis le plus longtemps possible, c'est que moi, je visualise continuer à 60, 70 ans, pouvoir courir des 10 km, semi-marathon, marathon, peut-être continuer l'ultra-triathlon. C'est tout ce que je me souhaite. Après, comme tu le dis, ça passe par la santé, ça passe par des routines. Tu as des exemples de routines d'ailleurs dans le biohacking? Ce serait quoi les quelques exemples de routines justement que toi tu utilises au quotidien, enfin, que tu as intégré dans ta vie depuis que tu as mis un mot justement sur le biohacking et tout ce qu'englobe le biohacking? Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand les personnes m'interrogent sur comment faire du biohacking, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'implémente, etc. Moi, je commence toujours par dire qu'avant d'appuyer sur l'accélérateur, il faut déjà lâcher le frein. En fait, c'est ce qu'on appelle parfois la via negativa, hein. C'est un concept moyenâgeux en fait, qui consiste tout simplement à retirer ce qui est inutile. En fait, d'abord, on retire les freins. C'est-à-dire que avant de chercher à aller prendre des compléments alimentaires ou de faire des routines compliquées, on va éliminer les poisons de notre vie. Les poisons de notre vie, par exemple, ça va être l'excès de sucre. Ça, c'est un poison dans notre vie. Les graisses industrielles qu'on trouve dans l'industrie agroalimentaire, ça aussi, c'est un poison. Les graisses végétales. Il faut aussi retirer au maximum, du moins, les sources de stress évitables, hein, parce qu'on a tous des sources de stress évitables. Il y en a qu'on ne peut pas éviter. On est en plein pendant les élections. C'est une source de stress peut-être pour certains. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre. Donc l'idée, c'est de retirer tout ce qui va nous freiner. Retirer aussi, par exemple, ce qui nous empêche de dormir, comme par exemple les lumières artificielles qui empêchent notre cerveau de fabriquer de la mélatonine. Donc, on va comme ça se focus sur tout ce qui va nous freiner sur différents champs d'intervention. Les interventions du biohacking, c'est la nutrition, c'est l'activité physique, c'est le sommeil, c'est la gestion mentale, pas uniquement le stress, mais la gestion mentale. Et en dernier, les compléments alimentaires, mais ça, c'est vraiment ce qui nous permet de passer le petit stade supérieur. En fait, il faut vraiment réfléchir sur un principe du 80-20. L'idée, c'est comment faire 20% de routine qui nous appelle 80% de résultats. La routine, c'est 80% de résultats. Les compléments alimentaires, c'est peut-être les 20% qui nous permettront de faire le petit truc en plus. Donc sinon, par rapport à mes routines, alors j'ai tout essayé. Il y en a parfois que
que j'arrête, puis je réessaye, et puis j'essaie encore d'autres fois. Je suis un chercheur perpétuel. Qui sont peut-être pas faites pour toi aussi. Est-ce que toutes les routines sont faites pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a des routines, c'est à nous de trouver la routine qui va nous correspondre par rapport au catalogue des routines? Oui, c'est ça l'important. C'est-à-dire que l'important, c'est d'utiliser des routines qui sont scientifiquement prouvées. Tout ce que je propose, il y a toujours de la science derrière, parce que je suis un peu obsessionnel. Ça, c'est mon passé universitaire. Donc, je suis un peu obsessionnel. Tout ce que je propose est validé par la science et ou par mon expérience. Après, est-ce que ça va convenir? Bon, par exemple, on prône très souvent les douches froides le matin. Bon, personnellement, la douche froide le matin, je le fais de temps en temps. Je ne suis pas un grand fan, mais pour moi, par exemple, c'est plus difficile de prendre une douche froide que d'aller me mettre dans un bain avec des glaçons. Aller me mettre en entier dans un bain avec des glaçons, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Par contre, la douche froide, bon, je ne suis pas forcément très fan. Le jeûne matinal, ça c'est quelque chose que finalement j'ai pu implémenter. Le sucre, voilà, je fais en sorte d'arrêter. Je me réserve de temps en temps une petite autorisation de sucre parce que justement, si on est tout le temps impeccable, finalement, on maintient trop notre corps dans un état d'équilibre, entre guillemets, trop parfait. Et finalement, de temps en temps, c'est pas mal de créer un petit déséquilibre pour obliger notre corps à surréagir. Ne pas le stresser trop, en fait, aussi. Alors, ne pas le stresser trop, il faut juste le petit stress nécessaire pour permettre de se dépasser, ce qu'on appelle l'hormèse. Toujours aller chercher le petit stress qui nous permet de nous dépasser. De la même façon, par exemple, à la salle de sport, l'idée, c'est pas forcément de se déchirer toutes les fois, mais parfois, ça peut être pas mal de pousser un peu plus une séance, juste pour stretcher un petit peu le corps, voilà, pour l'obliger à aller chercher quelque chose d'un peu plus, une étape un peu plus lointaine. Donc tout ça, c'est des ensembles, pas forcément des routines très précises, hein. Ce que je te explique, c'est plus des concepts qui permettent après de pouvoir voir comment, dans sa vie personnelle, on peut implémenter les solutions. Et depuis que toi, tu as mis le biohacking donc, dans ta vie, c'est quoi les changements que tu as pu remarquer? Ça fait combien de temps concrètement aujourd'hui que tu pratiques vraiment ce biohacking au quotidien? Alors que je pratique, alors que je m'y intéresse vraiment, je disais à peu près 5 ans, où là où je me suis vraiment mis vraiment à fond, ouais, 4 ans, quasiment les 5 ans, avec, c'est vrai, un petit coup de pouce supplémentaire au niveau de la prise de conscience au décès de mes parents. Bon, parce qu'effectivement, quand on a un décès familial, on prend un plus conscience d'un besoin de santé. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que j'ai pu en retirer? Moins 15 kilos. Ouais, des résultats plus importants, par exemple à la musculation. Alors, je veux dire, je suis pas un king, un développé couché, je soulève 80. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas monstrueux, mais sachant que je soulevais 60 il y a 5 ans, je suis plutôt content. C'est bien, c'est très bien. Content. Par exemple, au niveau de l'énergie est bien meilleure au quotidien. Au niveau de la productivité, depuis finalement que je fais du biohacking, que je me suis mis également dans l'entrepreneuriat, j'ai écrit au Coéric 4 livres, j'ai créé une dizaine de formations en ligne, je donne des conférences à droite à gauche. Et accessoirement, tu es médecin réanimateur. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et quand on me dit, mais comment tu peux faire autant de trucs? 4 enfants aussi. Voilà, 4 enfants. Et quand on me dit, mais comment tu peux faire autant de trucs? Je dis toujours en rigolant, en fait, je suis biohacké. C'est vrai que voilà, j'ai mes routines, j'ai mes compléments alimentaires. J'ai un gros paquet de compléments alimentaires, c'est vrai aussi. Et donc, voilà, j'ai vraiment des effets sur moi. Et puis, bon, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, tout le monde a des effets assez bluffants. Il y a une petite anecdote que je trouve assez chouette. À la clinique où je travaille, on a un gros centre de fécondation in vitro. Et il y a un des médecins avec lequel je travaille, qui est spécialiste de la longévité, qui un jour m'a dit que, à son avis, une des raisons de l'infertilité, il y a plein de raisons à l'infertilité, mais qu'une des raisons, c'était par exemple l'absence ou le mauvais fonctionnement des mitochondries, donc des usines à énergie de certaines cellules et notamment des ovocytes. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais donc, voilà, d'après lui, les mitochondries des ovocytes, quand elles étaient défaillantes, ça pouvait faire de l'infertilité. Et je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est je vais te proposer de créer des routines qui permettent d'augmenter l'activité des mitochondries. Donc je suis allé chercher dans les différentes publications quelles étaient les routines
quotidiennes qui permettaient d'augmenter l'activité des mitochondries. L'arrêt du sucre, le jeûne, le fait de s'exposer au froid, le fait de faire du HIIT, le fait de prendre certains compléments alimentaires. Enfin là, j'avais fait toute une espèce derrière chaque routine, il y a un résultat, il y a vraiment… Il y a toujours de la science. Et en fait, je me suis dit, voilà, je lui ai proposé, on appelait ça la routine mitochondrie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour la petite histoire, toutes les femmes qui ont testé la routine mitochondrie rapportaient qu'elles avaient plus d'énergie au quotidien, qu'elles ont perdu du poids. Celles qui ont réussi à convaincre leur mari de faire aussi la routine mitochondrie, les maris se trouvaient aussi plus en forme et avaient perdu du poids. Et en plus, maintenant, on a du recul et on a des bébés. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le truc miracle, mais en tout cas… Voilà, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas fait de mal. Ça n'a pas fait de mal et tous ceux qui l'ont testé ont trouvé que ça avait un intérêt. Donc voilà, la routine mitochondrie, c'est un des nombreux biohacks qui est possible. Et par rapport justement à toutes ces personnes que tu accompagnes, à partir de quand, de quel âge on peut s'intéresser au biohacking? Est-ce que c'est fait pour tout le monde le biohacking? Ou tu as parlé des entrepreneurs, des sportifs? Une personne qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, qui a un CDI, 35 heures et qui ne fait pas forcément de sport. Est-ce que le biohacking c'est fait pour tout le monde et à partir de quel âge? Et jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a des restrictions? Non, c'est fait pour tout le monde déjà, parce que comme je disais, le biohacking c'est un champ qui est extrêmement large, puisque là depuis je mange bio et je médite sous une cascade jusqu'à Brian Johnson. Donc finalement chacun peut trouver ce qui l'intéresse. C'est pas, là encore je vais citer un peu Molière, mais c'est pas à nous adapter au biohacking. C'est au biohacking de s'adapter à nous. C'est-à-dire chacun va trouver dans le biohacking les routines qui vont lui correspondre pour pouvoir optimiser sa forme physique et mentale. Alors c'est vrai que pour un jeune étudiant, par exemple, le biohacking, ça va être faire attention à ce qu'il va manger parce que ça va conditionner ses capacités mentales, intellectuelles, son apprentissage, sa mémoire. Je veux dire, quand on est étudiant, quand on bouffe de la mouise et qu'on fait n'importe quoi, qu'on se couche à point d'heure, qu'on prend de la caféine tous les jours, oui, on est complètement éclaté et au niveau des examens, ça s'en ressent. Donc, le biohacking adapté à un étudiant, ça va être extrêmement simple, ça va être un rééquilibrage de manière à lui permettre d'avoir une bonne énergie quotidienne et pouvoir être performant. Ça, c'est vrai pour les étudiants, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour les sportifs comme toi qui veulent augmenter leur performance. C'est fait pour les entrepreneurs qui ont la niaque et qui ont envie de pousser un petit peu la machine. C'est vrai pour les personnes d'un certain âge qui ont envie justement parce qu'elles se rendent compte que leurs amis autour d'eux commencent à avoir des maladies chroniques, de pouvoir justement faire en sorte de prévenir ces maladies chroniques. Maladies chroniques, je fais une parenthèse, à partir de 55 ans, à partir de 55 ans, 50% de la population. Donc une personne sur deux. Hein. Une personne, donc là j'ai 51 ans, pour l'instant, tous les check-ups sont parfaits. Je sais que pour l'instant, j'y suis pas. Je fais partie de la bonne moyenne. Donc pour l'instant, je fais partie de la bonne moyenne, donc je touche du bois, comme on dit. Mais en tout cas, cette statistique, elle est assez incroyable. Quand on découvre ça, on se dit effectivement qu'on a un peu tous l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc oui, le biohacking est vraiment pour tout le monde, puisque l'idée, c'est de chercher cette idée d'optimiser. Donc d'abord, rééquilibrer tous les déséquilibres et ensuite optimiser. Donc ça, c'est valable à tout âge. Par exemple, parmi les personnes que je suis, il y a des gens qui ont 60-65 ans et qui ont des problèmes cardiaques. Forcément, pour eux, le biohacking, ça va d'abord être une gestion de leur alimentation, une gestion de leur mode de vie, une gestion de leur stress, une gestion de certaines routines qui vont lui permettre d'améliorer leur santé. C'est important de comprendre que moi, je suis évidemment très médecin allopathe, puisque c'est mon univers, la médecine allopathique. Mais concernant les maladies chroniques, la médecine allopathique, elle pêche. Une personne qui a de l'hypertension ou du diabète, a priori, on ne va jamais la guérir. On va lui donner des médicaments qui vont lui permettre d'équilibrer sa problématique, mais elle va devoir prendre ces médicaments a priori à vie. Alors que si, par exemple, on arrête le sucre, qu'on diminue drastiquement le sucre, ça ne veut pas dire qu'on va guérir le diabète, mais peut-être qu'on peut l'améliorer, voire peut-être diminuer les médicaments. Donc finalement, le mode de vie va permettre très probablement une amélioration de énormément de paramètres biologiques ou bien physiologiques. D'accord. Et on va finir avec cette interview, avec cette question. Une personne qui veut se lancer dans le biohacking,
Donc moi je m'y suis lancé maintenant il y a plusieurs mois avec toi, j'en suis très satisfait voilà, par rapport à la santé, par rapport à ma forme physique, par rapport à mon alignement avec le poids où j'ai retrouvé ma forme physique et toutes mes compétitions qui vont arriver prochainement. Mais une personne qui veut demain se lancer, que tu ne connais pas, qui veut se lancer dans le biohacking, voilà, qui a eu vent de tes compétences, du biohacking et tout ça, de quelle manière commencer le biohacking? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment avoir l'esprit critique. C'est-à-dire que sur le biohacking, comme il y a un effet de mode, autant quand j'ai commencé à en parler il y a 3-4 ans, le biohacking c'était un peu me and myself globalement. Là maintenant, il y a beaucoup de personnes qui parlent du biohacking, beaucoup de personnes qui disent un peu n'importe quoi. C'est le problème maintenant avec Google, ChatGPT, Perplexity. On peut avoir énormément de connaissances, mais est-ce que ces connaissances auxquelles on a accès sont justes? Ça, c'est un petit peu problématique. Je vois par exemple les créateurs de contenu américains sur le sujet, il y a 3-4 ans, ils donnaient c'était vraiment intéressant, ils donnaient un contenu de très très grande qualité. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont un peu glissé dans le vente de produits un peu critiquable, quoi. Donc, il y a tout et n'importe quoi, il y a un effet de mode. Moi, ce que je conseillerais, ça serait de prendre les renseignements, d'aller chercher, mais par contre, idéalement de se faire guider, ça c'est le top évidemment, mais au moins d'avoir l'esprit critique et de ne pas se contenter de lire « Ah bah tiens, il y a un tel qui propose de prendre tel complément alimentaire » ou bien « Non, tiens, je vais faire comme Brian Johnson parce que ça fonctionne » ou bien « Tel, je vais faire comme un tel parce que… » Voilà, par exemple, j'ai vu un entrepreneur qui avait fait une vidéo, je crois, où il suggérait à des personnes de prendre du modafinil en disant ouais, « Le modafinil, c'est la pilule ultime, c'est comme dans le film Limitless, c'est le NZT et tout ça. » Mais le modafinil, c'est un médicament qui est utilisé pour la narcolepsie. Et il y a des contre-indications, il y a des effets secondaires. Dire à tout le monde prenez du modafinil, vous serez comme dans Limitless, mais c'est criminel de dire ça. Ah oui, complètement. Et voilà, et ça c'est le problème, c'est qu'on voit tout et n'importe quoi parce que tout le monde veut la pilule magique qui va nous transformer en Limitless. Mais voilà, c'est un travail du quotidien, ça c'est pas du jour au lendemain. Si vous voulez, justement, comme l'a dit Denis, si vous voulez vous renseigner davantage sur le biohacking, n'hésitez pas à aller voir notre meilleur ami qu'on a tous en commun, Google. Vous tapez Denis Koester, C-O-E-S-T-E-R. Et normalement, on tombe directement sur toi. Bon, normalement, oui, on tombe sur moi de façon globalement. Avec tous les articles que tu as écrits, tous les livres que tu as écrits, moi j'ai fait la recherche il n'y a pas longtemps. Je suis tombé sur toi directement. Oui, je pars de toute façon, toutes les personnes qui cherchent biohacking à un moment ou l'autre tombent sur moi, puisque un des premiers référencements sur Google quand on tape biohacking, c'est mon article dans Forbes. Donc, qui d'ailleurs, j'ai vérifié, a été vu. Alors c'est drôle parce que c'est là qu'on voit aussi les progrès du biohacking. Je me souviens, la première année où l'article avait été écrit, il a été vu avec 4000 merci à toi, Denis. Et là, j'ai regardé les chiffres hier. Donc, nous, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci aura pu vous apporter de nouveaux compléments, justement. Voilà, que vous soyez sportif, entrepreneur ou autre. Plus de 30 000 personnes. Ou entrepreneur sportif, comme moi d'ailleurs. En France et n'hésitez pas à vous renseigner justement à te rapprocher de Denis Koester, de tous les interviews qu'il a fait, des ouvrages qu'il a écrits. Denis, merci pour cette interview. Merci de nous avoir partagé tes connaissances sur le biohacking. Je pense pour la plupart de nous avoir fait découvrir ce qu'était le biohacking. Maintenant, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui vont prendre le relais sur Internet ou avec tous les articles que tu as pu écrire pour commencer à se former et tout ça. Si les gens veulent te contacter, s'ils veulent télécharger un de tes ouvrages, comment te contacter? De toute façon, moi, je te donnerai un… Je vous mettrai tout. Voilà, déjà, il y aura un petit guide pour ceux qui sont intéressés. Voilà, télécharger comme ça vous donnera quelques petites pistes. Et puis après, sinon, sur LinkedIn, c'est peut-être l'un des moyens les plus simples de me trouver. Ok, super. Merci à toi, Denis. Merci. Écoute, à bientôt. Yes. Nous, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci aura pu vous apporter de nouveaux compléments, justement. Voilà, que vous soyez sportif, entrepreneur ou autre. Ou entrepreneur sportif. Ou entrepreneur sportif, voilà, comme moi d'ailleurs. N'hésitez pas à vous renseigner sur le biohacking et à vous rapprocher de moi ou de Denis si vous voulez des informations complémentaires. À très vite, à votre succès, bye bye.